Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour un talk show. Vous en avez désormais l'habitude, tous les lundis, tous les jeudis à 18h. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Vous allez le voir, c'est un talk show spécial puisque c'est la grande finale de la Talk Academy saison 2. On débriefera bien évidemment la victoire de l'OM à Rennes, 3-0. On évoquera également le cas Florian Thauvin autour de quelques débats mercato qui seront forcément animés aujourd'hui. Et puis, la Ligue 1 arrive tout de suite, dès demain, face à Strasbourg. On évoquera cet adversaire et cette rencontre à venir. Je suis, pour commencer, avec Kevin Kribisch. Kevin, qui est le gagnant de la Talk Academy saison 1. Je te l'ai répété à chaque fois que je te présentais depuis plus de 2 ans maintenant. Kevin, tu seras avec moi pour cette émission et j'en suis ravi. Bonsoir à tous et très content d'être là. Comment tu trouves là nos 3 amis qu'on va présenter dans quelques instants? Tu les sens motivés? Motivés, décontractés. On a discuté en off, ils ont l'air super cool. Je pense qu'on va passer une bonne émission tous ensemble, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans la présentation de cette finale de la Talk Academy. Et oui, je pensais qu'il y avait un petit jingle, mais non, c'est les pièges du direct. On est pour commencer avec Jordan, le candidat du Team Canuti, puisque vous étiez par équipe cette année, messieurs. Jordan, qui est avec nous. Bonjour Romain. Salut Jordan, t'es en forme? En pleine bourre. En pleine bourre. Tu me disais avant l'émission, enfin 1 heure, on va pouvoir parler. Ah bah oui, 1 heure au moins, on a le temps de poser nos idées quoi. Parle bien dans le micro. On a aussi, 1 heure, c'est bien. C'est plus long, on a le temps de parler de ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu retiens pour l'instant, toi, de ton aventure Talk Academy? Une super aventure humaine déjà, de vous connaître vous, les autres candidats comme Bilal, Najim, tout ça. Et même parler de l'OM, c'est la bombe. C'est ton kiff. C'est la bombe, ah oui, l'OM c'est la bombe. Et ton meilleur moment pour l'instant? C'est là. Ah bah écoute, parfait. En face de toi, il y a Florian, le candidat de René Malville. Florian qui nous vient d'Aubagne, toi tu nous viens d'Avignon, Jordan. Florian d'Aubagne, attention, Aubagne, ça nous fait forcément penser à Kevin, qui a gagné la saison 1. C'est ça. Bonjour à tous. Salut. Ça. Très heureux d'être là parmi vous et sur la dernière marche de cette finale de la Talk Academy. Ton meilleur souvenir, toi, depuis le début de l'aventure? Mon meilleur souvenir, je pense que quand les jurys se sont retournés... la fameuse audition à l'aveugle. La fameuse audition à l'aveugle, c'était pas mal ça. Avec les 3 coachs qui se sont retournés. Et Robin, toi, c'est le Team Volp que tu as choisi. Le Team du Boss. Dans le micro également. Le Team du Boss. Peut-être pendant toute l'émission. Non, l'habitude. On va s'en sortir. Le Team du Boss, le Team de Luis Gustavo du Phocéen. Voilà. Et toi, ton meilleur souvenir? C'est quand j'ai clashé Marseille. Je suis de Marseille et c'est quand j'ai clashé René lui disant que je voulais pas que ce soit mon coach. Et de voir sa tête, ça m'a bien fait rire au tout début aux sélections. Je m'en souviens, ça nous a fait rire également. Messieurs, je vais vous expliquer aussi à vous qui nous regardez comment vous allez être départagés. Et une partie, vous allez le voir avec ce tableau explicatif, une partie se passera ce soir pendant l'émission, puisque sur Twitter, les gens vont voter jusqu'à 19h. À 19h, on aura le résultat du premier panel de vote. Il y a 3 panels de vote, vous le voyez. Les votes en direct jusqu'à 19h sur Twitter pendant l'émission, pendant le talk en direct. Les titulaires du talk show, ça c'est par exemple Nicolas Chabert à la réalisation, Maxence Volp, Babou, nos consultants historiques. L'équipe du Phocéen, c'est évidemment tout le staff du Phocéen avec Stéphane Bringuet par exemple, directeur des opérations, pas vos coachs évidemment, on va pas les faire voter, ça n'aurait pas de sens. Et voilà, Sébastien Ruggieri, les journalistes du Phocéen, Christophe Champy, etc. Voilà vos 3 panels de vote et vous serez départagés donc dans les plus brefs délais pour savoir lequel succédera à Kevin Kribisch. Voilà qui est expliqué, on rentre tout de suite dans les débats et on commence tout de suite avec le débrief de ce Rennes Olympique de Marseille, pardon. Et oui, l'OM s'est imposé, l'OM s'est vengé, on peut le dire, parce que Rennes nous a fait souffrir cette saison déjà à 2 reprises avec une victoire au Vélodrome et puis surtout cette élimination en Coupe de la Ligue sur le terrain du Roison Park. Mais si on commence tout de suite par un tout petit débrief du match, très rapide. Tiens Flo, tu t'attendais à une victoire aussi déterminante, aussi facile de l'OM sur la pelouse de Rennes, ou pour toi c'est une belle surprise quand même? Non, pas étonné, parce que je pense que ils ont l'état d'esprit, je pense qu'ils étaient comme nous, état d'esprit revanchard, on se devait d'aller gagner et gagner largement à Rennes, surtout quand on voit le résultat de Rennes en coupe contre Paris. On s'est dit non, sans forcer, on devrait gagner largement, et c'est ce qu'ils ont fait avec sérieux, donc non, pas surpris. Robin, qu'est-ce que tu retiens toi de c'est cette assez rencontre? l'inverse. J'étais surpris parce que je m'attendais pas à une victoire et surtout un match complet de cette façon-là. Parce que bon, Rennes a pris une tôle contre Paris certes, mais ils sont passés contre Toulouse en coupe, ils en ont mis 4. Il y a eu du jeu.
Et surtout, j'ai été surpris par l'engagement qu'on a mis, positif. Et c'est ce qui nous a manqué en Coupe de la Ligue et en championnat, où justement on a vu l'inverse du match aller, en fait, où l'OM a remplacé Rennes chez eux. Jordan, toi, sur ce pour moi, match, c'est des matchs les plus maîtrisés de la saison quand même. Ah oui, quand même. Ah, quand même, oui. On gagne 3-0 à Rennes, ils touchent pas le ballon, ils ont quoi, une occasion ou deux. On met les occasions qu'on a, ils n'ont pas le ballon, on a le ballon tout le match. On n'a pas eu peur tout le match. On les a baladés. On les a baladés, impeccable. C'est la vérité. Et puis l'innovation tactique, Kevin, c'est ce fameux Sanson Gustavo. C'est ça. Le milieu de terrain qu'on n'avait pas encore vu associé, puisque Sanson avait déjà joué dans ce milieu à deux, mais c'était avec Zambo. Donc c'est ça, il y avait toujours Zambo ou dans le 4-3-3 de début de saison. C'est complémentaire, Kevin? Bah oui. Ben, on l'a vu sur ce match. Après, c'est facile, on a gagné 3-0. Il faudra voir sur le long terme si la paire Sanson-Gustavo aura encore autant de maîtrise dans les autres matchs. Mais je pense que oui, parce qu'en tout cas, les profils sont faits pour aller ensemble. De toute façon, Sanson, on l'a recruté normalement à la base pour être ce 8, ce joueur box-to-box qui nous permet de casser les lignes par son activité physique et par sa finition. Donc je pense que oui, voilà, on a entendu plusieurs fois, il faut recruter un milieu de terrain, un 8, on l'a pas. Et finalement, on se rend compte avec Sanson. On va regarder pourquoi Rudy Garcia a installé ce milieu Sanson Gustavo. Vous allez le voir, le coach nous l'explique après le match et il a plusieurs petites explications. Rudy Garcia après la rencontre. C'est une équipe qui a du talent offensif, mais on n'avait pas besoin non plus au départ du match d'un impact athlétique assez important. On savait qu'on aurait le ballon. D'ailleurs Max Lopez aurait pu bien nous aider aussi par rapport à ça. Par contre, le fait d'avoir perdu Jordan... voilà, et de déplacer Hiroki, c'était aussi important de garder un Lucas Ocampos sur le terrain. J'ai beaucoup aimé le match de Lucas. Voilà, beaucoup de raisons qui ont poussé finalement à associer Sanson et Gustavo. Le but maintenant de Morgan Sanson, qui est peut-être le plus joli de l'OM dans ce match, oui. On l'a pas, me dit-on. Donc on va rentrer dans le débat tout de suite. C'est pas plus mal, on rentre comme ça, on l'a tous vu de toute façon ce but. Facile. Le débat, justement, Sanson Gustavo, pour les gros matchs par exemple, ça peut être idéal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Jordan? Pour les gros matchs, si t'as le ballon, oui. Admettons le OM Lyon là qui va arriver. Lyon, si tu joues pour le ballon, oui. T'as pas le ballon, tu mets de l'impact. Sanson, l'impact c'est plus un beau, tu vois. Mais Sanson, t'as le ballon, oui, parce que c'est un vrai joueur de ballon, Sanson. Il contrôle, il va toujours de l'avant. Mais des fois, qu'il n'est pas là, il n'est pas là par contre. Il est complètement ailleurs. Et là, il revient un peu à son niveau qu'on aime comme l'année dernière. Et oui, ça peut le faire, mais quand on a le ballon. Quand on subit, non. Ouais. Quand je mais pour les gros matchs, du coup, tu le mets ou tu le mets pas? Qu'est-ce que tu fais? À la maison, oui. Après, quand on va à Paris, je mets Zambo. D'accord. Robin, tiens, vas-y Flo, je vois que tu fais non de la tête. N'hésitez pas à vous couper si vous n'êtes pas d'accord. Ouais, moi, là, je suis pas d'accord. Après, Sanson, ça reste un joueur qui fait partie du projet et ça reste le meilleur passeur de c'est super joueur dernière. Voilà. Ouais, donc moi, je pense que. Alors, je suis d'accord. Toi, tu le mets, c'est ça? Moi, bien sûr. Moi, je suis d'accord que Sanson, il y a 2-3 semaines, c'était pas possible. Mais Sanson, au niveau qu'il a joué contre Rennes. Oui, moi je le mets. On n'est pas sûr qu'il retrouve ce niveau-là. Il a jamais fait. Il a eu ce niveau une fois à Lorient l'année dernière où vraiment il a été bon à Lorient par exemple. Mais cette année il a pas eu le niveau souvent. Là il a retrouvé dans un match aussi où les Rennais ont beaucoup abandonné le milieu de terrain, ce que les grosses équipes ne vont pas faire. Tu sais que Lyon, Paris et d'autres équipes ils abandonneront pas le milieu. Donc si tu n'as pas d'impact, les Ndombele, les Verratti, ils vont t'attraper. Ils vont te prendre et tu vas pas toucher un ballon parce que donc tu fais quoi? Toi tu le mets pas dans moi je le mets pas dans un... ou alors je le mets dans un 4-3-3 si on rechange. Sinon je le mets je remets Zambo et Gustavo et je peux faire rentrer Sanson en cas ou peut-être pour remplacer Payet pour redescendre pour jouer un peu plus bas. Mais je joue avec un milieu minimum à 2 et vraiment physique parce que Sanson. Ouais, parce que là on a des avis un peu différents. C'est bien d'ailleurs. Oui, donnez-nous votre avis sur ce qui se passe. #LiveTalk. Votez aussi sur Twitter. C'est vous qui faites aussi la décision. Allez-y sur le compte du Phocéen et le #LiveTalk. Posez vos questions. Il y aura les questions-réponses. C'est un talk normal ce soir. Non, tous les avis sont très intéressants. Après, moi je dirais pas que Sanson n'est qu'un joueur qui joue quand il a le ballon ou en sens inverse, Zambo juste un joueur physique. J'aimerais pas les cataloguer comme ça. Sanson était un vrai 8. Il a dit quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille que c'est le poste qui revendique ce poste de milieu central. Donc pour moi, comme disait Florian, c'est un joueur qui est important, c'est un joueur sur lequel on a investi dans le projet et pour moi on a besoin d'avoir un peu plus de garantie. Donc oui, je voudrais le voir plus souvent à ce poste là et je pense que c'est son poste de numéro 8 parce que dire quand c'est physique on va mettre Zambo et dans d'autres les matchs un peu plus faciles on a le ballon on met Sanson, c'est en fait manquer de garantie finalement sur Sanson et ça veut dire qu'il faudra encore investir sur un milieu de terrain. C'est son premier bon match vraiment de l'année Sanson.
C'est dur. Ça fait plus d'un an qu'il est là, c'est le premier match où vraiment il met de l'impact. Il en a pas mis sur beaucoup de matchs et on l'a vu sur certains matchs. C'est rien en face, c'est Paris qui est à milieu comme ça, Sanson, on t'a pas ballon aussi, tu vois. Même selon son rôle là, je te parlais. Après, pour moi, c'est un super joueur de foot. Il a du ballon comme jamais ce mec. Tu vois. Non, mais ça va vraiment dépendre. Ça dépend surtout aussi de l'adversaire, comment ils jouent. S'ils ont des milieux resserrés, s'ils ont des gros milieux. Là, Rennes, ils jouent beaucoup sur les côtés. On a bien exploité ce côté-là parce qu'au Campos, il défendait bien. Ça, il défendait bien. Mais il passait très peu par l'axe. On les a vus, toutes les actions compliquées, elles étaient sur le côté. Là, on n'a pas souffert, quoi. Mais j'ai peur qu'on souffre sur ça. Vas-y Florian, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais c'est juste qu'on se doit de faire du jeu. Donc c'est-à-dire que en mettant Zambo et Gustavo, ça serait fermer le jeu parce qu'on sait. Si tu n'as pas le ballon, on connaît la qualité balle au pied de Zambo. Et si tu récupères pas le ballon, tu fais pas le jeu. Vas-y, développe Florian. Non, mais moi je trouve que un duo Gustavo-Sanson, comme on l'a vu à Rennes, il est très intéressant parce que Sanson, il sait balle au pied, il sait emmener le jeu vers l'avant, et après devant on sait qui on a et on sait que ça revoit. J'étais très content. Sanson contre Lyon qui passe au travers. Question suivante, messieurs, sur ce sujet, puisqu'il faut qu'on avance. Kevin, Monsieur Mercato, un petit peu depuis que tu es chez nous, on va lancer la question ensemble. Du coup, est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on recrute pas à ce poste de numéro 8? Parce que Babou, par exemple, Fabrice Céleschi, qu'on embrasse, qui fait partie d'ailleurs du premier panel qu'on a vu tout à l'heure, le panel des titulaires du talk, Fabrice, il insiste depuis des mois, il veut un 8, il veut un 8, il veut un 8. Est-ce qu'on recrute dès cet hiver un 8 ou... Fabrice le tacticien qui a des raisons, on va dire. Pour moi cet hiver, trouver un très 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 bon 8 me paraît très compliqué sur le mercato hivernal. Et puis pour moi, recruter un 8 serait bloquer la progression de Sanson, celle de Zambo, celle de Lopez. Ce qui est énorme aujourd'hui parce qu'on a 3 joueurs en dessous de 23 ans et du coup prendre un 8 voudrait dire bloquer la progression de ces 3 jeunes joueurs à fort potentiel. En revanche, il est clair que j'ai entendu lors des dernières émissions un nom comme Kevin Strootman. Il est clair que si demain tu es capable d'attirer un joueur de ce calibre-là, comment veux-tu le refuser? Maintenant, ça me paraît assez utopique de trouver un gars comme Strootman. Prendre un 8 pour prendre un 8 quand j'entends certaines personnes. Par exemple, Idrissa Gueye nous dit Jason sur Facebook. Quelqu'un a un avis là? Il s'est un peu perdu en Angleterre. Il était à Lille avant, c'est le petit Lillois. Oui. Gaucher. C'est un peu perdu. Non, mais moi je suis pas du tout pour recruter un 8 plus un 6. Moi c'est pas de 8, c'est pas du 8, c'est un 6 qu'il me faut, pas un 8. Parce qu'on en a 3 comme disait Kevin. Ouais, toi un 6 pour doubler pour Gustavo. Pour doubler Gustavo et quelqu'un qui se met devant la défense. Parce que c'est le rôle qu'a Gustavo, il ressort les ballons de Rami. Là actuellement tu l'as dans ton club et c'est ce qu'on est en train d'essayer de le former, c'est Boubacar Kamara. Ce qui voudrait dire aussi qu'en prenant un 6, un pur 6, idem, tu bloquerais la progression. Ouais, mais il y a aussi ceux qui voient comme Kamara comme un central. Moi je vois Kamara comme un défenseur central. J'arrive pas à l'imaginer en 6. Parce que je l'ai déjà vu en jeune et en Gambardella, il a toujours été derrière. Et je l'aurais bien vu en complément à Rami. Alors je suis le seul qui pense ça, désolé. Non, mais pour moi, Rami Camara, ça serait quelque chose à bosser dans l'avenir. En tout cas, c'est pas sur quoi travaille Rudy Garcia. C'est pas ça qui travaille cette saison. Moi je le vois pas un 6 après, faire barrage à la concurrence dans nos clubs. Quand on veut jouer l'Europe et tout, il faut avoir au moins 15-16 mecs qui sont bons. Et le meilleur il joue. Dans le micro. Ouais, le meilleur il joue au bout d'un moment. Actuellement, c'est pour ça ce que je dis. Quand j'entends il faut prendre sur le même milieu de terrain. Aujourd'hui, tu joues dans un système à 2 milieux de terrain à plat et tu as 6 gars pour 2 postes. dont un qui est indéboulonnable à la personne de Luis Gustavo, comme on dit souvent. On sait très bien que quand il sera absent, l'OM ne sera pas la même équipe, mais comme toute équipe, quand ils perdent leur régista, comme on dit, ou leur milieu de terrain titulaire, toute équipe, quand il manque leur titulaire, ça change la physionomie des matchs, comme je parlais. Tu enlèves N'Golo Kanté à Chelsea, ce n'est plus le même milieu de terrain. Tu enlèves Casemiro au Real Madrid, ce n'est plus le même équilibre, parce que c'est un joueur, c'est un pion essentiel dans sa façon de jouer. Mais là, prendre un milieu de terrain, ça veut dire bloquer 4 joueurs. T'as Lopez, Sanson et... Tu prends un joueur, toi, Jordan? Je prends un joueur qui est meilleur que les autres, tu vois. Mais là, t'as Lopez, Sanson et Zambo qui sont moyens. Un coup, il fait un bon match, un coup, il fait un mauvais match. T'as pas un mec qui est déboulonnable du milieu de terrain, là, par Gustavo. C'est le dilemme d'avoir un jeune joueur. Il se trouve, il y a du bon et du moins bon. Sauf que, comme je dis toujours, il faudrait regarder nous ce qu'on a en magasin d'abord avant d'aller chercher ailleurs d'autres joueurs. Très bien. Voilà. Et Flo, c'était le débat. Et pourquoi pas prendre un milieu de terrain et prêter Maxime Lopez? Parce que pour moi, Maxime Lopez, il se doit de jouer. Il a le niveau pour jouer. Mais peut-être pas dans notre système de jeu actuellement. Peut-être pour moi, prendre un milieu de terrain et prêter Maxime Lopez en Ligue 1, je parle le niveau d'un bon club de Ligue 1 où il pourrait être titulaire.
Parce que pour moi, Maxime Lopez, il se doit de jouer et il pourrait faire partie. Oui, toi, tu du recruterais projet. en cas de départ, par exemple, en prêt d'un de ces joueurs. C'est ça, exactement. Ouais. Je ne ferai pas partir Maxime Lopez, mais si on a la possibilité de prendre, pour moi, je prêterai Maxime Lopez pour l'année prochaine. Sur ce débat, on va continuer, tiens, encore avec du mercato. On va évoquer maintenant Florian Thauvin avec des chiffres, vous allez le voir, qui font quand même peur. Et c'était la semaine dernière, il y a l'Observatoire du football qui a sorti un classement des valeurs de joueurs. Et Florian Thauvin, d'après leurs valeurs qui sont plutôt, qui collent un petit peu à ce qui se fait actuellement. Hein. Quand on voit Neymar 213, c'est à peu près ce que Paris a payé pour le recruter. Florian Thauvin vaudrait 67 millions d'euros d'après cet observatoire du football. Un observatoire du football qui est souvent référent dans ces valeurs-là. Ma question, messieurs, combien vaut Florian Thauvin? Tout d'abord, c'est la première question. Et la deuxième, à combien vous seriez prêt à l'amener à l'aéroport, quoi? Tiens, Florian, pour commencer. Combien vaut Thauvin? Combien vaut selon Thauvin toi, dans le foot actuel? Pour moi, je l'estimerais entre 50 et 60 millions d'euros. Ah oui, quand même. Donc tu es plutôt d'accord avec l'observatoire? Bah oui, quand on voit le marché actuel, oui, 50-60, ça le vaut. 50-60. Oui. Robin, combien moi, en fait, je me dis que on rajoute. On va lancer des chiffres, là, on va se faire plaisir, on va donner des valeurs. Non, moi je pense qu'en fait, on l'envoie au Real, on donne 13 millions, on récupère Cristiano Ronaldo, puisque. Ah. Donc. Non, ou alors, non, moi je le vois plus à 60, 65. Parce qu'il vaut les prix d'un Naby Keita, il vaut les prix d'un Bernardo Silva, il vaut les prix du marché en fait. Et c'est pas que des transferts qu'en Angleterre. Pas faux. C'est les prix que les gens payent. Donc le prix, c'est celui-là, il est international. Il fait ses matchs et là, il a des stats de dingue. Là, on s'intéresse vraiment à combien il vaut, hein, pas donc, à combien vous le lâcheriez. Il vaut 65 millions. Moi, il vaut ce prix-là, mais je le lâche pas, quoi. D'accord. Oui, donc tu as répondu aux deux questions. Je pourquoi après. Il a pas le temps. Allons, vas-y, c'est maintenant. Parce qu'on a sur un nouveau projet, qu'on veut jouer à la Coupe d'Europe, que Thauvin s'est battu pour jouer à l'OM, qu'il se donne à l'OM, qu'il aime l'OM, qu'il a des stats comme ça, et pourquoi tu vas le vendre? Demain, par exemple, il y a le Bayern qui arrive avec 100 millions, qui dit je veux Thauvin, je mets 100 millions. Qu'est-ce que tu fais, Jordan? Selon qui on prend après, autant il part. Mais Thauvin, c'est la clé du projet de l'OM. Moi, je l'amène sur mes épaules, je l'amène. Il est parti, il s'est fait insulter. Donc toi, même à 100 millions, t'es pas sûr de... Tu veux être un gros d'Europe, au bout d'un moment, ça veut dire que tu lâches pas ton joueur. 100 millions, je l'amène à Munich. Combien tu le vends? Moi, je le vends 65. Tu le vends à 65? 65, je le vends. Je démarre à 70 et je leur dis 65 plus bonus. D'accord. Tu sais, les petits esbroufs là. Mais à 100 millions, je l'amène maintenant. Là, j'arrête le talk show, Talk Academy, je prends maintenant. Je sais pas, mais déjà, 100 millions, c'est inespéré. Tu trouves tout, il y a pas que Thauvin, il y a des joueurs un peu partout, il y en a. Oui, mais avec 100 millions, tu as une puissance financière qui fait que. C'est rien, ça fait d'euros au foot aujourd'hui. C'est surtout le plus-value que tu fais sur le joueur. C'est sûr, mais bon, après t'es pas cohérent dans ton projet, t'as le mec qui revient, il se donne compagnie. Là, on parle de 100 millions quand même. Là, on parle de 100 millions. Toi, ton avis, à combien tu le vends, toi? Toi, t'es président, là, demain, tu dis, bon, à partir de là, je peux pas résister, je suis obligé de le vendre. En dessous de 50, je le lâcherai pas, mais ouais, à partir de 50, 55, oui, je pourrais déjà. Il n'y a aucun club en Europe qui peut refuser son 100 millions. Oui, je suis d'accord, mais ce qui est intéressant, Kevin, le maître du mercato. Non, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est ce prix-là qui est établi, c'est plutôt une fenêtre, c'est-à-dire une porte d'entrée à combien le joueur peut se négocier. Il est clair qu'aujourd'hui, vu la saison qu'il fait, vu ses stats et vu son nouveau, le fait qu'il est néo-international français, c'est les prix qui courent entre 50, 60, 70 millions d'euros. Non, c'est une porte d'entrée pour négocier. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, il faut voir aussi l'envie du joueur. Je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, vu qu'il s'est imposé à l'OM et qu'il aime Marseille n'est pas dans l'obligation à tout prix de vendre son joueur. Maintenant, comme tu disais, tout dépendra du club qui vient le chercher. Peut-être que lui, un club de la trempe de Newcastle ou des clubs lambda d'Angleterre le fera réfléchir à deux fois en disant j'ai peut-être pas envie d'aller là-bas. C'est clair que s'il part, c'est pas un du grand Bayern de club, Munich. Je pense que lui aussi il aura son mot à dire. Je pense que c'est un peu difficile à refuser aujourd'hui le Bayern. Il fait banquette Thauvin, par contre, les gars. S'il va au Real, il fait banquette Thauvin. Au Barça, il joue pas. Je suis pas sûr. Mais on peut pas lui proposer ce que les autres vont lui proposer. Quand on te propose ce projet au Bayern, tu as 25 ans, tu es néo-international, tu parles. Même si tu aimes l'OM, même si tu aimes tout le monde. Surtout que c'est pas farfelu le club que tu as parlé juste avant. Parce qu'on parle de Robben et de Ribéry qui sont sur le départ et qui sont en tu pleine carrière. À la barre. Kevin, toi, t'as pas répondu à la question. À combien tu le vends? À partir de combien tu te dis, bon, bah là, je suis obligé d'accepter, tant pis, on le vend, quoi. Je pense que 60-65 millions d'euros aujourd'hui, c'est le prix qu'il vaut. Ouais.
Moi, pour moi, par rapport à. Je voudrais juste. J'ai pas le prix en tête, mais je voudrais savoir combien il a coûté Mohamed Salah à Liverpool. Tiens, on va missionner Romain Canuti. C'est un truc comme 48 aux réseaux sociaux. Je crois que c'est 48. Le prix exact. 40 millions de livres, 48 millions d'euros. Romain Canuti va nous trouver ça, puisqu'il est ce soir, c'est lui qui envoie les petits messages. Il est relégué. Il vous laisse la place ce soir, messieurs. Merci, coach. Merci, Romain. Merci, coach. Merci, coach. On va trouver le prix de Mohamed Salah et on vous le donnera dans les parties. Mais ces prix-là, c'est plus des prix aujourd'hui. Ça ne peut rien dire ces prix-là au foot. Ça sera le mot de la fin. Jordan, c'est parti. Il y a des mecs qui ont fait 2 matchs. On reste sur le mercato. On est obligé d'avancer, Jordan. C'est le talk. Il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va s'intéresser à une autre rumeur qui est apparue ces derniers jours. C'est celle qui concerne Bouna Sarr. Et oui, Bouna Sarr commence à intéresser les clubs. Si on vous avait dit ça en début de saison, messieurs, quand on lui cherchait un poste, on lui cherchait un club à rentrer, on cherchait peut-être même à se séparer de lui. Et finalement, il est en train de faire taire beaucoup de monde à ce poste d'arrière droit où il est très correct, voire même mieux. Leicester aurait offert 3 millions d'euros, offre refusée par l'OM. C'est la rumeur de ces derniers jours, messieurs. La question, est-ce que Bouna Sarr est invendable? C'est une question un peu provoque, mais tiens, je vais commencer avec Robin cette fois-ci. Évidemment que non, aucun joueur déjà est invendable. Mais alors Bouna Sarr encore juste, moins. Pardon, 42 millions pour répondre à la question. Mohamed Salah. 42 millions, soit 13 Bouna Sarr, 14 Bouna Sarr. Vas-y, reprends sur Bouna Sarr, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est invendable, aucun joueur est invendable. Bouna Sarr, il a une valeur marchande comme n'importe quel joueur. Il commence à faire une bonne saison, il commence à venir, mais si tu as une offre à 8, 10, 12, tu l'envoies directement. Mais à 3 millions, il se moque un peu de nous, vu les transferts anglais. Quand tu vois les Walker, les machins, tu te dis, oh les gars, 3 millions. En gros, il te donne un ticket resto, donc non. Non, mais toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, même à 5, allez, 8, tu vends. 8, je vends. Ouais. Non, après, non, on parle de cet hiver. Hein. On parle de cet hiver. Non, c'est 8, je vends, je mets 8 sur Roussillon, qui est à peu près le même prix. Du bois. Ça va être un peu compliqué, ouais. Non, vas-y. Non, moi, je suis pas d'accord. On peut pas vendre Bouna Sarr dès cet hiver à 8 millions. Pourquoi ? Parce que déjà, il a la possibilité, il joue 3, 4 postes. Il a la possibilité de jouer à 3 à 4 postes. En Angleterre, des joueurs comme lui, ça se fait énormément. On le voit avec Valencia, avec Moses, avec Ashley Young, des joueurs qui reculent, des joueurs offensifs qui reculent. C'est la mode en Angleterre. Et quand on voit, comme c'est pas ce qui marche le mieux en Angleterre, les joueurs qui reculent justement, c'est un peu compliqué. Aussi Valencia. Le problème, c'est qu'un garçon comme ça marche plutôt bien. Comme Bouna Sarr, comme on disait, les transferts en Angleterre. Pour répondre, Robin. 7-8 millions. Ah non, je suis pas d'accord. Non, surtout quand c'est Liverpool, Leicester. On est compte qu'on parle de Bouna Sarr, c'est extraordinaire. Ça fait plaisir. C'est beau, c'est la magie du football. C'est la magie du football. Comme quoi, il y a 6 mois en arrière, c'était un gars, on l'a donné pour 1 million, même gratuitement, je l'accompagne, les phrases je l'amène à l'aéroport, et comme quoi il y a beaucoup de gens qui ont fait le voyage, comme quoi avec l'idée de Rudy Garcia, un entraîneur très intelligent, et l'abnégation et le travail d'un Bouna Sarr ce qui est vrai, qui avait des facultés de rapidité, une certaine technique, mais qui était tellement maladroit en tant que milieu ou ailier, aujourd'hui est très intelligent dans ce poste de latéral droit et il monte en puissance. Il est vrai que se séparer de Bouna Sarr au mercato d'hiver voudrait dire qu'il n'y aurait plus que Sakai à droite, qui est déjà en balance à gauche vu les problématiques qu'on a actuellement. Donc à moins d'une offre, on va dire, comme tu disais, peut-être irrefusable, je pense quand même qu'à 12-15 millions d'euros aujourd'hui, c'est vrai que ça fait une somme d'argent. Et sachant que les Anglais sont capables de faire ces sommes-là, mais ça voudrait dire aussi que la cellule de recrutement de l'OM, on travaille en amont pour avoir quelqu'un sous le coude. Moi je parle d'accord, 3 c'est on se fout de la gueule du monde. Vu le prix d'aujourd'hui et vu ce qu'il est en train de faire au poste d'arrière droit, c'est rigolo, c'est le dilemme, mais c'est surtout ce qui nous apporte. C'est la réalité, bien sûr. 3 c'est une blagounette, ouais. Jordan, ton avis, dans le micro. Pas cet hiver, tu le vends pas, Bouna Sarr, t'as trop besoin là. Ah oui. Vraiment, c'est fou. Bouna Sarr, c'était le plus mieux de l'OM. Et aujourd'hui, on a trop besoin. Et moi, il est bon en plus, parce qu'il part de derrière. Bouna Sarr, il sait pas partir comme ça en fait. Il faut qu'il parte. Je sais pas si tu comprends. Non, pas trop, mais c'est pas loin. Il part de loin, en fait, Bouna Sarr. C'est sûr qu'il part de loin. Il part de très loin. Quand il part de plus loin du terrain, il est beaucoup meilleur. Il fait beaucoup d'appels, il fait des bons centres. Non, moi je le vends si on a un plan B, attention. Si on recrute quelqu'un à droite, polyvalent, qui peut faire gauche et droite, parce que ça pourrait nous sauver, d'avoir quelqu'un qui fait les deux. Il faut voir où en est la piste et le Dubois, parce que c'est un joueur qu'on parle à Lyon et Marseille. Par exemple, si on vous dit on perd Sarr pour temps et on prend Dubois pour la même somme. Il prend un coup de pied. Là, pour moi, il y a aucun. Ah oui, il y a pas match. Pour la même somme, réinvestir, moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Je recrute quelqu'un qui est vraiment
Je bois les bons. Qui est vraiment arrière droit, toi. Oui, mais tu perds quelqu'un qui est déjà intégré et qui est libre. Le problème, c'est qu'il a fait 5 bons matchs. Il a fait 5 bons matchs, ça. Au prochain match, oui. Vous vous rappelez après Paris? Déjà, Sarr, la moitié voulait le tuer pour la faute sur Cavani. Mais c'est pas ce que je veux te dire, c'est qu'il a pas 10 matchs. Il a pas 10 matchs arrière droit, les gars. Il a pas 10 matchs. Je crois qu'il est pas loin. Il les a pas, les 10 matchs. Il a peut-être 10 matchs, mais. Tu vois, quelqu'un de confirmé, c'est pas après 10 matchs. Tu peux pas dire qu'il est confirmé. Oui, mais il a fait 10 bons. Mais il a fait 10 bons matchs. Sur les 10, c'est normal, il a fait 10 bons matchs. Florian, au niveau des notes, Bouna Sarr, ok, il a que 10 matchs. Mais moi, je sais de voir les notes. Il a 3 saisons, il est capitaine. Les gars, c'est pas pareil. On parle d'un gars qui est avec Ranieri. On va rester là sur ce débat. jamais joué dans un gros club comme l'OM. Messieurs, on va rester là sur ce débat. Vous avez été bons, vous avez été pas d'accord. C'est ce qu'on aime aussi dans le talk, les débats animés. Vous avez même réussi à énerver Kevin. Non, pas du tout. T'énerve pas, Kevin, t'énerve pas. Ça reste entre nous. On va passer de l'autre côté et on va se poser la question pour Amavi, du coup, qui est blessé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut recruter, ne pas recruter, faire confiance aux joueurs qu'on a, même si c'est pas des spécialistes du poste? C'est la question de du prochain débat, pardon. Si vous nous rejoignez en direct, vous voyez des nouvelles têtes, c'est normal. C'est la finale de la Talk Academy ce soir. On est toujours avec Kevin Kribich, le vainqueur de la saison 1, qui va donc passer sa couronne ce soir. Ça. Un jour ou l'autre, il faut laisser la place à la nouvelle génération. Génération Project. La next gen, elle est là avec Jordan du team Canuti, avec Florian du team Malville et avec Robin du team Volpe. Voilà, messieurs, vous êtes les finalistes de votre équipe que vous représentez aussi ce soir. Vous représentez votre coach. Gardez ça à l'esprit. Et les anciens candidats aussi. Et les anciens candidats aussi, évidemment. Le débat, donc, Amavi blessé pour 3 ou 4 semaines. Est-ce que ça change la donne du mercato? Parce qu'on était quand même resté sur l'idée, on a quand même, s'il est pas là, on va mettre Sakai, on va bricoler, ça va passer, on ira jusqu'au mercato estival comme ça. Pas forcément besoin de recruter pour recruter. Est-ce que vu qu'il est blessé, il n'y a quand même pas besoin de recruter un joueur? On a vu qu'il a même fait rentrer Bedimo, Rudy Garcia quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Jordan, pour commencer. Moi j'ai le petit Rokia que Garcia fait pas jouer. Ouais. J'aimerais qu'il le lance parce que je l'ai vu jouer en match de préparation, il a du ballon le petit. Et demain, on a Sakai qui est blessé, je crois qu'il joue pas. Et à ma vie, je sais plus quoi dire. C'est pas grave, c'est la question du direct. Comment te dire? Vas-y. Prendre un arrière gauche pour un arrière gauche, non, en fait. Ça. Le petit Roca, faut le faire jouer au bout d'un moment. Il est jeune. Toi, tu veux voir Roca? Moi, je veux le voir, le petit Roca. Il est pro, mais non, faites-le jouer. À Rennes, il aurait pu jouer, le mec. Il y a personne en face. Donc pas besoin de recruter, on a ce qu'il faut dans la droite à Rennes, mais non, mais Ismail Assar. Faudrait qu'il joue le petit Roca, je sais pas pourquoi il joue pas. Le problème c'est que on a tous je vois que je suis très énervé, calme-toi mon petit joueur. Le problème c'est il y a encore une demi-heure d'émission là. À l'image de Camara, on avait beaucoup d'espoir sur Roca, on s'est dit il va faire sa rentrée et puis le gars ne rentre jamais. Donc c'est un peu le pote que t'appelles en soirée qui vient pas, donc tu sais pas pourquoi. Et là je me pose la question, s'il vient jamais, s'il est jamais là, s'il est pas dans le groupe, parce que là le message que nous envoie Garcia, il est pas dans le, non, il est pas dans le groupe. Et ça fait très 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 mal. Ça veut dire que oui, il faut recruter quelqu'un du coup de facto parce que ton remplaçant naturel c'est Bedimo. Bedimo quand il est rentré, j'ai cru ma télé elle buguait tellement il allait doucement. Ah, moi aussi j'ai pas compris. Je me suis dit la fibre elle marche plus, le gars j'ai pas compris. T'as la fibre déjà c'est bien. On est moderne. Donc tu es obligé de recruter. Ce que tu es en train de nous dire toi c'est que y a Roca mais tu le comptes pas malheureusement. C'est pas moi qui le compte pas, c'est Garcia qui le compte pas. Moi je le compterais mais je peux pas le compter parce que je sais même pas ce qu'il vaut. Mais donc du coup toi tu voudrais recruter. De facto tu prends quelqu'un alors soit un jeune potentiel. Tu te dis, est-ce que tu vas pas me mettre Roca? Mais du coup, Roca, c'est vraiment. Je suis mitigé sur cette partie-là parce que je sais pas vraiment. Je suis pas dans la tête de Garcia. C'est là que juste avant, on va écouter Florian sur ce sujet. Moi, recruter, non. Pas à ce poste. Non, pas à ce poste. Je vois pas l'intérêt de recruter à ce poste. À ma vie, il est pas absent 6 mois. Un mois quand même. Ouais, mais Sakai, ça tient la route à gauche pour l'instant. Bedimo, on a beau dire ce qu'on veut, mais il a quand même le métier, donc je pense que. Après, moi j'ai quand même du mal avec le ça tient la route project. Moi je veux pas que ça tienne la route, je veux que ça. Vous êtes quand même dur parce qu'il est quand même, ça fait 6 mois qu'il est à la cave. Ouais, mais Flo l'année dernière, tout le match qu'il a fait, il était à la rue, Bedimo. C'est Bedimo, Julien Rodriguez. Non, laissez Florian développer s'il vous plaît. J'ai pas trouvé Bedimo horrible l'année dernière. Ça va pas être ton titulaire. Tu l'as trouvé correct, quoi. Voilà, il tient la route, il peut dépanner du moins, et après oui on a le petit Roca, mais après le petit Roca de ce que j'ai entendu niveau blessure aussi, il était un peu fragile, donc après est-ce que Garcia a envie de prendre le risque de lancer un jeune surtout contre parce que c'est en devenir ça aussi, c'est pour le projet.
Le lancer en tant que titulaire direct. Après, je me tourne vers ma dernière match du mercato. Non, mais je vais te trouver un surnom à chaque fois. C'est pas mal d'ailleurs. Vas-y, dis-nous ce qui va se passer. Toi, je te demande ce qui va se passer là dans ce mercato. Est-ce que l'OM va recruter? Moi, je pense que Marseille, sur ce poste-là, il y a quelque chose à faire, c'est peut-être se faire prêter un joueur. Pour 6 mois. Dans les 6 mois à venir, je pense qu'il est intéressant, c'est d'aller se renseigner dans des grands clubs, comme Chelsea par exemple, ou un gars comme Raman ou d'autres joueurs. Toi, tu as vu les listes de Noël du Phocéen? J'en ai vu, et tu sais que je suis toujours dans l'anticipation, même avant aussi. Le petit Baba Raman a été cité. Voilà, Baba Raman, comme d'autres latérales, tu vois, qui peuvent apporter sur 6 mois. Parce que je vois pas l'OM investir sur un joueur au poste de latéral gauche, sachant qu'à ma vie, il a 23 ans, que tu vas payer à la fin de cette saison 11 millions et demi de transfert, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est prêté avec option d'achat, mais quasi automatique de 11 millions et demi en fin de saison. Tu as voulu faire signer Christopher Roquia, qui a un très beau potentiel, et là, c'est pas une question de blessure, mais c'est vrai ce que disait Florian l'année dernière, on avait eu cette discussion avec c'est quand même un joueur voilà, qui a des petits soucis physiques, mais c'est surtout qu'il paye, moi je pense, lui avec ses agents, leur signature tardive, et qui aujourd'hui, comme le dit Garcia, en tout cas c'est ce qu'il dit officiellement, n'a pas de visibilité au plus haut niveau. Et il aurait peut-être aimé le voir sur l'Europa League par exemple, sur un match. Je pense aussi. Je pense que ça va être la même histoire rapidement, je dis sur Camara, mais il a signé au bon moment, au dernier moment, mais ça a été fait. Et là je pense que Roca ça a été un peu trop tardif, et du coup cette année il va falloir l'oublier. Alors c'est vrai qu'avec Bedimo, moi ça me fait un peu peur quand même, je veux pas non plus casser le joueur, mais c'est vrai que là pendant un mois, c'est pas non plus une semaine, on parle quand même de moins de 6-7 matchs. Il y a des échéances dans ce mois. Alors peut-être que le coup de se faire prêter un mec pendant 6 mois qui a mis de se relancer, qu'il sera pas dans le projet, mais qu'il veut se relancer, qui va être là, voilà, et qui sait, peut-être qu'il y aura une innovation. Est-ce que vous êtes séduit par l'idée de Kevin? Tiens, ça c'est possible. Je sais pas. On a des nouvelles de Dosselier ou pas? On sait où il en est. Par contre, éviter un type de joueur comme ça. Il était à la Juve, je te disais ça dans le sens où tu vas te retrouver avec un en même temps. Éviter un Roussillon, parce que tu prends un Roussillon qui est bon, on lui met sur le banc aussi après. C'est pour ça que ça me paraît compliqué d'acheter. C'est pour ça que ça me paraît éviter de prendre un saucisson à la Decellier, tu vois, qui va te plus. Oui. Après il y a un monde entre le joueur, comme il disait, qu'ils ont mis sur une liste, et il y en avait d'autres aussi très intéressants. Mais en plus il faut aussi trouver un joueur aujourd'hui. Mais après ça c'est pas facile, mais comme je dis toujours, j'ai espoir et j'espère que la cellule de recrutement travaille toujours en amont pour pallier à ce truc. Et je pense voilà, c'est sûr qu'il va me falloir un joueur latéral avec un profil offensif comme Amavi qui rentre dans le système de l'OM. Et c'est là. Alors c'est vrai que je vous reparle de lui, mais c'est vrai que Raman était une super bonne idée parce que c'était un gars qui avait ce profil-là. Il appartient toujours à Chelsea. Chelsea ne vendent pas leurs joueurs comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, 6 mois être prêté sur lancé à Marseille. Par contre, ils prêtent leurs joueurs comme ça. Par contre, ils prêtent de ce sujet-là. Je pense que c'est le coup à faire au moins pour le mois. Non, c'est une idée à creuser. Idée à creuser. Kevin, j'ai l'impression que tu les as mis tous d'accord avec ton idée. Le prêt, ce serait vraiment pour moi la seule limite. Après, acheter. Ouais, et le problème par exemple, c'est si on prend un joueur du niveau d'Amavi, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait quoi d'Amavi? Ça passe souvent aussi. Ah oui, vas-y. L'année prochaine, mettons, tu fais la Coupe d'Europe. Tu fais la Coupe d'Europe, il te faut 18 bons joueurs au bout d'un moment. Et la concurrence, il y a des joueurs qui sont bons que la concurrence. Genre au Real, au Barça, les gros clubs, c'est pas l'OM, mais il y a que des mecs qui sont bons. Et c'est les meilleurs qui jouent. Oui, ce que dit Jordan, ça se tient. Mais pour revenir dessus, moi, c'est vrai que ça me tient à cœur. Quand on fait signer un jeune du centre de formation, comme je revenais sur Camara tout à l'heure en 6, même s'il y en a qui veulent voir dans un ou un Roca, si c'est pour lui mettre un mec dans les pattes qui est guère meilleur ou autre, il n'y a pas intérêt à le faire. Par contre, ils me disent toujours pareil, si tu prends maintenant un très bon joueur, même à ma vie, c'est demain tu vas trouver un latéral gauche, on va s'enflammer, mais c'est gros, comme Marcelo du Real Madrid, c'est sûr que tout le monde va sur le banc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce ne sera pas le cas non plus. Je pense que quand ils ont pris à ma vie, c'est pour les années à venir, ils ont amorti que ce joueur-là, 11 millions et demi, ils ont investi sur lui, ça sera compliqué de retrouver un latéral de ce niveau-là. Le mot de la fin chacun, rapidement sur ce sujet, parce qu'on va dépasser le temps sinon. Mais pour moi, Roca, c'est le remplaçant idéal de ma vie en fait. Ok. Le mot de la fin. Pour moi, on l'a vu à Rennes, Sakai à gauche, il peut tenir les 3 semaines en attendant ma vie. D'accord. Là, il est suspendu. Il est pas là demain, c'est pour ça. Comment on fait demain? Oui, mais c'est un match. Et Sarah à droite et Bedimo à gauche. Doria. C'est le problème, c'est j'ai pas envie de bricoler, donc je veux pas que cette saison soit une bricole où on met un à la place de l'autre parce que lui il peut pas. Il faut que chacun ait ses postes, il soit doublé. Apparemment, il est la seule doublure, c'est Bedimo. Moi, ça me convient pas. Donc la solution du prêt, la solution de Roquia peut-être, mais on peut pas rester dans cette situation-là. Faut bouger quoi. Faut bouger. Très bien. On conclut là-dessus. À ma vie, ça change la donne, peut-être un petit peu. Donc avec cette blessure quand même qui peut aussi se reproduire parce que c'est musculaire. Voilà, on lui souhaite pas évidemment à Jordan. On lui souhaite même d'aller au mondial si c'est possible cet été. On passe tout de suite à l'avant-match contre Strasbourg.
Un de ces jeunes garçons autour de moi remportera la Talk Academy saison 2 et vous allez voter là tout de suite sur Twitter. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous vous branchez et vous votez soit Jordan, soit Florian, soit Robin. Votre vote est important puisque c'est un tiers du vote final qui est représenté par vos petits clics sur Twitter, donc c'est quand même important pour eux déjà, et puis pour nous aussi, parce que voilà, animer cette émission avec nous, il y a déjà une tendance qui se dégage, me dit-on dans l'oreillette. Vous l'aurez à la fin de l'émission, messieurs, le résultat du premier poll de Twitter. Là il y a le match de Strasbourg, la belle occasion peut-être pour l'OM, on va voir avec le calendrier, le classement, un classique, vous allez voir, vous êtes dans un talk là messieurs, le calendrier de l'OM, voilà Strasbourg, puis quand on se déplace à Dornano, le match de Coupe de France et puis cette réception de Monaco pour conclure ce mois de janvier. On va regarder maintenant le classement où l'OM s'est rapproché de Monaco et de Lyon, tous les deux accrochés ce week-end, plutôt à la surprise d'ailleurs pour les deux, même si Montpellier est toujours embêtant à jouer. Monaco qui a été accroché par Montpellier et Lyon à domicile contre Angers. Voilà. Ça c'est plus surprenant. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ils ont accroché nous. Et oui, et ça peut arriver. Et donc la course avec Lyon et Monaco, on va certainement vous proposer ça jusqu'à la fin de la saison parce que là c'est très serré. Vous allez voir le calendrier de Lyon et Monaco. Et Kevin, on remarque quand même que pour Lyon là c'est... j'allais dire c'est le mois où c'est là où on passe devant, où ça risque d'être compliqué jusqu'à la fin de la saison. Pour moi, même si rien n'est joué jusqu'à la 38e journée, mais il y a des moments comme ça dans la saison, des mois décisifs, et je pense que là, Marseille devrait plus ou moins essayer à faire carton plein, c'est-à-dire sur les 2 prochaines journées au moins. Peut-être que Monaco, c'est toujours un match, on verra, ça va être un match qui va se jouer, mais bon, comme on a perdu chez eux, il faudra gagner chez nous, c'est le dilemme. Maintenant, je pense que Lyon... calendrier costaud, parce que même à Guingamp, c'est une équipe très dure à jouer, surtout à domicile. On sait Comboiré, avec son 4-4-2, là, et il fait mal à pas mal d'équipes. Ils reçoivent le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain n'est pas encore champion de France, même s'ils ont quand même un grand match, c'est un grand match, c'est ça. Et ils ont quand même Bordeaux, l'équipe revancharde, un peu pareil, qui se relancés, qui sont pas très bien, sachant qu'entre temps ils ont un match en Coupe de France et je pense qu'ils vont pas, aucune des deux équipes va le laisser passer parce que ça va être un match important pour les deux. C'est quand même le mois où Lyon, faut que tu passes devant eux. Monaco, messieurs, tiens, je vous interroge sur le calendrier de Monaco rapidement. Florian, toi, tu penses que Monaco peut laisser des points en route avant de jouer l'OM? Non, je pense que ça va se jouer contre nous. Je les vois pas perdre de points. Alors attention à Nice quand même, qui revient bien, qui peut aller les embêter à Louis II. On l'a vu le match de coupe là qu'ils ont joué. Ouais, c'est la bête noire de Monaco. Même là le match de coupe récemment, ça a été compliqué. Monaco ils s'en sortent, c'est assez miraculeux. Ils peuvent perdre des points contre Nice. Ça aurait été à Nice peut-être. Je suis d'accord avec toi. Tiens, question, l'OM doit-il faire le forcing pour Tarier en janvier? On la verra peut-être dans les questions-réponses. Ah si, parce qu'on est contre eux. Ah, parce que c'est Strasbourg. Ils sont très forts en régie, Nicolas et Romain Canuti ce soir. On va voir Terrier, donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi c'est un grand oui. Un grand oui. Un grand non pour... Très bon joueur, mais cet été passé. Cet été ça sera quoi là? Pas cet hiver, non? Alors, pas cet hiver parce qu'on sait que c'est mort pour cet hiver. L'entraîneur en a parlé, c'est Strasbourg, ça reste jusqu'à la fin de la saison. Mais prendre une option maintenant et le faire venir en juin, c'est ah oui, je signe tout de suite. Très Alors Lyon voudrait l'acheter cet hiver pour le faire jouer en juin, quoi. Voilà, à partir de la saison prochaine. Faire comme Lyon, mais mieux. Très bon joueur, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce que t'attends, toi? Non, pas de jeune. Très bon joueur, confirmer, toi. Très bon joueur. Ah oui. Ok, non mais j'ai l'impression que si on accroche la Ligue des Champions. Mais il faut l'accrocher. Oui. Si on t'aura dégueu, Oui. J'ai envie qu'on fasse aussi un marché Ligue 1 où on prend les meilleurs de Ligue 1 parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux. Kevin, en 2 mots, tu peux le faire en une phrase? En une phrase, c'est une belle promesse, le prendre cet hiver et pour cet été. Tu ferais? Oui. Très bien. On va regarder la compo de Strasbourg. Il n'y a pas Terrier parce que il est possible qu'il soit économisé. Il y a un gros match pour Strasbourg ce week-end. C'est ce que nous disaient certains journalistes strasbourgeois. C'est surprenant quand même. Non, il est quand même dans le groupe. Je pense que c'est une feinte. Il pourrait aussi rentrer en cours de jeu. Tu penses que c'est une feinte? Je pense que c'est une petite feinte parce qu'il y a des négociations avec l'OM. Il était incertain. Il n'avait pas joué le match précédent. Il n'était pas dans le groupe. Il revient d'une petite blessure. Est-ce qu'ils vous risqueront sur un match qui est quasiment perdu déjà pour eux entre guillemets? Non, mais c'est typiquement le joueur qui peut nous embêter au Vélodrome parce qu'il va vite et c'est typiquement le genre de gars qui vont pas se priver, je pense. Parce qu'il c'est un match que je crains moi ça. Je crains ces matchs. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on va avoir le ballon. On va avoir le ballon et autant si on marque pas au bout d'une demi-heure, on se fait pas tout seul. Là-bas on a mené 2 fois au score, ils sont revenus à 3-2, on a failli perdre le match. Ces équipes, je repère des équipes. Sauvées par Mitroglou. Je suis d'accord avec Jordan. Faut marquer d'entrée là. Faut se méfier de cette équipe. On se rappelle que c'est les seuls à avoir battu Paris. Ils aiment les gros matchs, donc c'est pas gagné d'avance. Ils ont un bon côté avec Lala d'Acosta. Oui,
les deux sont vraiment décalés. Oui, j'attendais que les Aubagniers. D'ailleurs, on le salue parce que franchement, il fait une super saison. Je le connais en plus, Nuno. Et du coup, super joueur. Tout ce qu'il fait, il mérite. Et franchement, après, c'est c'est le cœur qui parle et autres. Moi, je dis, c'est un gars vraiment à suivre. Alors, c'est vrai qu'il a 25 ans aujourd'hui. C'est pas non plus un gars de 18 ans, mais franchement, moi, c'est un mec, je l'ai vu constamment en progression. Et il a tellement une force de caractère parce que je le connais. Il s'est toujours battu pour prouver. Ça, c'est une chose très intéressante. Il peut nous faire mal sur un match comme ça. Il peut nous faire mal. Parce que je peux vous garantir. Je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de monde dans les tribunes. Ah ouais, non, c'est sûr. Donc je pense qu'il va vouloir faire un gros match. Et bon, c'est le type de joueur. Il a fait contre Paris, il a fait avec Florian pour parler de Dacosta. C'est le type de joueur, selon toi, qui peut mettre en danger l'OM, un joueur rapide comme ça sur le côté. Oui, surtout qu'on est en galère un peu nous sur le côté. On a Bounassar qui est pas à son poste, Sakai il sera pas là. C'est une équipe typiquement qui joue sur le côté. Après le Bounassar des derniers matchs, on va pas non plus trop en faire maintenant parce qu'on va dire qu'on a un peu le temps, mais bon, il y a beaucoup. Si Bounassar reste à son niveau, je pense quand même qu'on est supérieur à cette équipe de Strasbourg. On est super. On est super. On est dans le talk. Le coach, c'est nous. C'est tout de suite. On va faire la compo de l'OM. Voilà. Allez, on rentre dans ce match contre Strasbourg, bien évidemment. L'Olympique de Marseille reçoit mardi à la Méno. Non, pas à la Méno, au stade. C'est les réflexes journalistiques. On dit que Sakai et Payet sont incertains, mais il me semble qu'il y a aussi des suspendus, je les ai pas en tête. Est-ce qu'on peut regarder ça de plus près ? Il n'y a pas Mavi, mais il y a des blessures. Rolando et Maxime Lopez, voilà. Vous n'avez pas Rolando, vous n'avez pas Maxime Lopez et Sakai est pas suspendu. On a dit des bêtises depuis le début du talk. En fait. Il est incertain. C'est ce qui m'a troublé, c'est que j'ai vu tout à l'heure Sakai incertain. Donc Sakai incertain et Payet incertain. Et on a Lopez et Rolando suspendus, c'est ça ? Je me suis complètement brouillé, mais c'est ça. Lopez et Rolando, vous ne pourrez pas les mettre dans votre compo. Du coup, voilà. L'équilibre change quand même rapidement là. Bien sûr. Parce que Rolando plus Samavi en moins dans la défense actuellement, vu ce que ces derniers temps notre ligne de 4 là ça crée un petit peu quand même. Alors, on sortira Abdenour de la boîte. Je sais que tu aimes bien ce petit truc de la compo là, mais toi tu vas finir. On va les entendre, nos candidats de la Talk Academy, puisque vous les jugez en direct. Et vous êtes aussi jugés par toute l'équipe du Phocéen et par les représentants du talk show également, je rappelle. On va commencer avec Florian, tiens, Mandanda évidemment. Les latéraux. Mandanda, donc Bounassar à droite, Rami Abdenour. Faisons la défense entière, vas-y. Rami Abdenour, et à gauche, je vais tenter la surprise. Je mettrai Ocampos. Oh là, monsieur est téméraire. Alors, tu vas développer. Je rappelle que c'est ce que vous feriez. C'est pas la compo probable de Garcia. Vous faites l'équipe de l'OM. Donc toi, tu mets Ocampos arrière gauche. Ocampos. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est il y a un gros chantier à gauche. Que Bedimo, c'est moyen, et c'est surtout qu'il y a pas de temps de jeu. Il a rien, Bedimo dans les jambes. Mettre Roca titulaire, non. Je prendrais le risque de mettre Campos. Il a la grinta, c'est risqué, mais il le balle. Défense à 4 à place, il aime défensivement avec les côtés des autres, c'est pas possible. Il aime défendre, il est agressif sur le joueur. Moi, je trouve pas farfelu ton idée, mais alors dans un système peut-être en 3-5-2, c'est-à-dire c'est le choix de Florian. C'est Strasbourg en face. Est-ce que vous êtes tous d'accord déjà avec Sarr, Rami Abdenour ? Moi je mettrais Sakai. C'est ce qu'il va mettre. Oui. Ah oui, il y a Sakai aussi. Je mettrais Sakai s'il y a Sakai, mais moi je pars je parle de l'arrière droit. Mais c'est ça. Si Sakai joue. Non, c'est pas à gauche Sakai. Quelle est ta défense toi, Jordan ? Moi c'est Sakai. Ouais. Abdenour, Rami. Ouais. Et moi je mettrais le petit Roca. Le ferait jouer au bout d'un moment. Ok. Moi je repars sur l'inversion, c'est-à-dire Sarr à droite et Sakai à gauche, parce que ça a marché à Rennes, et tu les lances, au moins tu leur dis les gars, il y a une lancée, il y a une dynamique. Je reste sur la dynamique. Et la charnière, du coup tu mets Abdenour. T'apportes rien. Oui, mais il a le droit. Oui, il a le droit, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est pas qu'elle t'apporte rien, c'est que c'est la seule certitude que t'as, c'est celle-là. Et après tu mets Rami forcément, et Abdenour, même si j'aurais mis Camara. Je mets Camara, je suis désolé. Ouais, t'as le droit. Il revient de blessure, il est frais. T'as le droit. Je le fais rentrer en moi. Faites ce que vous voulez. Kevin, tu vas trancher là, tu vas nous mettre un peu d'ordre dans tout ça. Non, mais c'est. Ta défense.
Ben moi ça sera Bounassar à droite à partir du moment où... Alors sachez que Garcia a dit que Camara serait sur le banc. Voilà. Mais si t'as le droit de le mettre quand même. Si Sakai il s'est confirmé qu'il ne joue pas ce match-là, il est incertain. Voilà, il est incertain, ou sinon on mettra Sakai à gauche. Donc on va mettre Bounassar, Rami, Abdenour, Sakai. On bouge pas, on va rester sur les classiques. C'est les joueurs qui ont reçu le plus de votes en plus. C'est logique même. Là, faut pas Strasbourg, pas non plus s'amuser à trop tenter de choses. L'excellent Romain Canuti, qui était à la conférence de presse pendant qu'on préparait l'émission, que Sakai a une entorse à la cheville, donc il aura peu de chance qu'il joue. On va considérer qu'il joue pas. Allez. Sarr à droite. Ah, tu remets du coup ceux qui ont mis Sakai, on va refaire tout. Donc Sarr à droite. Ouais. Eh ben à gauche Rokia. Rokia, mais toi t'avais déjà dit ça. Bien sûr. Ah non, t'avais dit Sakai. Toi, là, je suis obligé d'enlever le petit Camara parce que dans une défense trop expérimentale. Donc qu'est-ce que tu fais? Obligé de sortir. Donc Abdenour, Rami. Et je tente Bedimo en lui disant voilà mon ami, c'est un one shot, c'est donc on a un Bedimo, un Ocampos et un Rokia. Qui on met à gauche? Moi je sais qu'il jouera pas parce que j'ai argumenté juste avant, mais comme Dali c'est moi qui fais le choix, je mettrai Rokia à gauche. Allez Rokia. Et ben voilà, Rokia qui s'impose. C'est la première fois qu'il apparaît dans... Non, on l'avait déjà vu en Coupe d'Europe aussi dans cette compo du Senou, le coach Senou. Voilà, donc ça, Rami, Abdenour, Rokia pour votre défense. Votre milieu, je ne vous demande pas Gustavo, je vous fais pas cet affront évidemment, je pense que vous le mettez tous. Mais qui à côté de Gustavo? Robin. Alors, du coup, on reste dans le 4-2-3, évidemment. Dans ce type de match, bien évidemment que je mets Sanson, toujours, parce que c'est le même qu'à Rennes. En plus, je pense que Strasbourg va jouer bas, ce qui va nous avantager avec les garçons. Lopez est suspendu. Lopez est suspendu, donc déjà, ça clôt le débat. Et Zambo, dans ce genre de match, il est beaucoup moins utile. On l'a vu quand il frappe. Tout le monde est d'accord? Oui, il a touché. D'accord. Non. Non, ça sera pas ton choix, mais... là, du coup, ça va être Zambo qui va jouer à cette place-là, parce que déjà, notre défense n'est pas la défense habituelle, donc on a moins de certitude sur le plan défensif, parce que lancer Rokia et Abdenour, vu le choix que j'ai fait, je sais quand même que le côté gauche risque de prendre un peu feu dans ce match-là, mais c'est comme ça. Et sachant que Payet est incertain, donc on n'aura pas Payet, Angis aussi, ça veut dire que Sanson devrait normalement monter d'un cran pour pouvoir mettre Zambo au milieu de terrain, parce que je vois pas Garcia mettre Mitroglou et Germain devant, rester sur le 4-5-1, je verrais plus Sanson passer en 10. Ça sera quand même Sanson, puisque le choix a été fait. On veut revoir Luis Gustavo, Morgan Sanson. Ça c'est sûr. Le milieu de terrain, donc Payet est incertain, il peut aussi jouer cette rencontre. Qu'est-ce qu'on fait? À droite on met Thauvin, tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord? À droite. Ok. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait des trois autres postes? Puisque Jordan, quelle est ton attaque pour ce match? Payet, on met Payet qui peut être là, Thauvin, Ocampos et Germain. Ok. On reste sur. Oui, Germain il a encore marqué. Si Payet est pas là, je tente de mettre Germain en 10. Moi aussi, Germain en 10. Mitroglou en pointe. Voilà, c'est ça, vous êtes tous d'accord? On va la finir ensemble. Donc Thauvin, Payet, Ocampos et Germain, messieurs, pour votre compo de l'Olympique de Marseille. Et donc, si c'est pas Payet, c'est Mitroglou pour vous, c'est ça? Devant et Germain derrière lui. Germain juste derrière. En faux neuf là, comme il joue à Monaco. Vous êtes tous d'accord, Kevin? Moi je mettrais Sanson derrière Germain. Oui, d'accord. Et à ce moment-là, donc Zambo rentre au milieu de terrain. Et Payet à gauche ou Ocampos? Non, je mets Sanson à partir du moment où Payet est absent. Voilà, à partir du moment. Mais si Payet est là, bien sûr que je le reconduis comme tout le monde, le milieu Sanson, Gustavo. D'accord, s'il y a Payet, bien sûr. Et bien voilà votre compo, messieurs, vous l'avez sous les yeux. Payet qui se replace, même s'il était à gauche. Il est bien prendre voilà, ça a de la gueule quand même, malgré les absents. Peu de chance quand même de voir Rokia. Mais c'est votre petit délire du jour. On va voir Ocampos. C'est peu de chance de voir Ocampos arrière gauche. C'est le beaucoup de chance de voir Doria. Alors Garcia a précisé que Voilà. Rokia serait aussi sur le banc. Donc bon, il va peut-être jouer, on sait jamais. Il y a tellement d'absents qu'il y a forcément un banc. T'as Bedimo, Doria ou Rokia? Oui. Lui, il est jeune, c'est le plus jeune, on sait qu'il est pas mauvais. Doria, tu te mets une balle, Bedimo, tu te mets une balle. Et Ocampos? Non, Ocampos, c'est non. Il a jamais joué, Après, si Doria nous fait la même rentrée au poste derrière gauche contre Lyon l'année dernière. Il a fait une faute. Il fait ça dans sa vie. Je crois qu'il y a tout le monde qui signe maintenant pour avoir le Doria de Lyon. En tout cas, ça sera une des belles interrogations de ce match. On verra le choix de Rudy Garcia. Il a peu de choix, comme vous le disiez. Enfin, il en a. Ça va être compliqué pour lui. Beaucoup de choix qui s'imposent à lui. Messieurs, c'est l'heure, vous le savez, de... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'émission? On va voir si vous avez... Question-réponse? Oui, Jordan, bien sûr. Il n'y avait pas les petits buzzers, mais vous pouvez répondre quand même. J'ai senti. Allez, les questions-réponses, on y va. Hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le Phocéen, le forum du Phocéen. Les questions, les réponses, et oui, ça passe vite un talk, évidemment, surtout quand c'est animé comme ce soir. Monsieur Chaperon en 6, info ou un tox, nous dit Loïc. Il a pété un plomb, lui.
qu'on embrasse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est assez agressif sur le joueur, ça peut être. J'ai même vu des dérivés, j'ai vu. On l'a vu sur l'UFC en train de faire du MMA. Je me dis qu'avec Evra, on a les deux là, on peut aller. C'est une légende rapidement, ce qui s'est passé, c'est magnifique. Par contre, c'est plus fou qu'on ait eu un penalty de Turpin que ce qui s'est passé avec Chaperon. On l'a raté, pas sûr. Et on l'a raté. Oui, on l'a raté. Ce week-end était voulu. Juste pour revenir sur l'arbitrage rapidement, sincèrement, ce qui s'est passé avec Chaperon, c'est vrai que c'est surréaliste, le coup de pied quand même, c'est un trop, mais cette attitude-là, on le sent tous les week-ends sur les 3 quarts des arbitres qui sont sous pression. On en discutait en off, et une attitude, on dit toujours les joueurs, et c'est vrai qu'on analyse maintenant beaucoup de matchs, ils ont une espèce d'agressivité, ces arbitres. On sent qu'ils sont constamment sous pression. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu bizarre. Et hier, je pense qu'il a craqué bizarre. Ils jouent au Condé, les arbitres en France. Ils jouent au Condé, ils font les flics. Au policier. Ils jouent en Angleterre, un peu en Espagne, les joueurs ils te branchent avec l'arbitre et tout. Et eux, non, c'est des Condés ratés, les mecs. Ils font que chiffrer. Allez, c'est vrai. Question sur. Je sais pas si c'est vrai, ça c'est ton avis. Moi je suis un ancien arbitre, j'étais pas. Bref, mais pas toi. Oui. AB sur Twitter qui nous demande: l'OM aurait fait une offre à 8 millions à Feyenoord pour Renato Tapia. Vous en pensez quoi? C'est officiel, une offre de 8 millions d'euros? Il y a aurait, donc ça n'est pas officiel. Voilà. J'ai jamais vu jouer moi. Qui l'a vu, qui le connaît, c'est pas grave si vous le connaissez pas. Moi je le connais pas non plus. J'ai un peu vu Feyenoord, mais il m'a pas marqué. J'ai déjà vu quelques matchs. Alors je me tourne comme toujours vers Kevin, qui connaît la terre entière. Ouais, non, c'est vrai que Renato Tapia, ça fait déjà 2 saisons. Il y a une fiche vidéo sur le Phocéen, me dit-on dans l'oreillette. Non, Renato Tapia, c'est même 2 saisons et demie que j'ai suivi sa progression au Feyenoord. Sincèrement, sans trop en faire, il fait partie à son poste des meilleurs milieux de terrain du championnat hollandais. Le seul hic. C'est quoi son profil? Alors c'est un joueur très tonique, c'est-à-dire racé physiquement, petit gabarit, très tonique, grosse protection de balle, bonne frappe de balle aussi. Après il a cette polyvalence un peu à la Gary Medel, c'est-à-dire être capable de jouer défenseur central. Et d'ailleurs sur les dernières sorties de Feyenoord, c'est à ce poste-là qu'il joue actuellement. C'est un joueur de ballon, franchement c'est un très bon joueur de ballon. Il a fait des belles prestations en Ligue des Champions. Donc c'est là que c'est intéressant parce que aujourd'hui, moi le premier, comme je pense beaucoup de gens qui suivent le football, au Portugal ou en Belgique ou aux Pays-Bas, par moment certains joueurs tu peux avoir un avis faussé sur eux. Parce qu'ils sont capables de faire des saisons extraordinaires dans leur championnat. Et finalement quand le niveau s'élève dans un championnat un peu plus huppé, ils ont du mal. Mais ce n'est pas non plus une science infuse, parce qu'il y a encore des bonnes trouvailles dans ces pays-là. Science exacte. Voilà, pardon, une science exacte, c'est autre chose. C'est autre chose, pardon. Science exacte, exactement. Mais du coup, lui, je pense quand même qu'il a vraiment des attributs très intéressants. L'avis en tout cas de Kevin sur Renato Tapia. Tapia, ouais. 8 millions, c'est son prix, tu penses? C'est un prix correct pour un milieu de terrain de son niveau aujourd'hui, ouais. Hélène 2016 qui nous dit: j'ai entendu dire partout que Garcia a trouvé son milieu. On l'a un petit peu dit dans cette émission avec la paire, pas tous, avec la paire Sanson-Gustavo. On s'enflamme pas un peu? Sanson il sera régulier, nous demande. Il a résumé exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'on parle après un match, on parle de Sarr après 5 matchs, on parle de Sanson après un match. Ben moi je veux voir sur une demi-saison, une saison. Là on a vu sur un match à Rennes. On parle et Gustavo, meilleur passeur de Ligue 1 l'année dernière. Oui mais il jouait pas dans ce poste-là. Si tu joues en 4-3-3, il joue en relais. Oui, en 4-3-3 exactement. Voilà. Mais c'est pas du tout pareil. C'est comme Rabiot, c'est des joueurs de milieu à 3. Jordan, tu veux intervenir? Ben Sanson, oui, moi j'adore, mais Sanson, voilà, cette année il est pas très bon. Il a fait quoi? Combien de bons matchs l'année, Sanson? Ouais les gars, je veux pas être orienté par la durée. Il a marqué beaucoup de buts. Ce qui est important dans le football moderne, c'est très important. Florian et Kevin, vous voulez. Excuse-moi, et Robin, oui. Nous ça arrive. Non, mais pourquoi il ne serait pas au niveau? Je sais pas, il a des stats quand même assez bonnes, surtout l'année dernière. Je vois pas pourquoi on lui ferait pas confiance. Depuis le début de la saison, c'est son premier bon match abouti. Il en a fait des bons, mais il en a pas fait des aboutis. Il y a toujours une différence entre un bon match classique, et un match abouti. Là, il a fait un match abouti. Et j'ai pas d'image de Sanson dans la tête où il a fait un match abouti. Il marque, mais c'est tout. Et il marque beaucoup, ça. C'est vrai. Christ sur Facebook: pourquoi Garcia n'a pas fait rentrer Mitroglou pour le dernier quart d'heure pour me donner de la confiance? Pour pas jouer à 10. Il a résumé. Prochaine question. Pourquoi jouer à 10? Pour pas jouer à 10. Ouais. Parce qu'on veut pas le voir. Parce qu'on veut pas le voir, ok. Parce qu'il voulait densifier son milieu sûrement, et que oui, on veut pas le voir, et qu'il a peut-être un peu abandonné aussi l'idée d'un Mitroglou top attaquant.
Ok. Après, souvent quand tu fais rentrer des attaquants dans les dernières minutes, c'est souvent des attaquants avec un profil assez rapide ou autre. Là, surtout quand tu mènes. Quand tu mènes là, sincèrement, faire rentrer Mitroglou, et vu les dernières prestations, malheureusement, il n'y a pas trop d'intérêt à. C'est vrai que le profil de Clinton NJ semblait plus collé à la fin de match. Voilà, exactement. Nico Amskas sur le forum, imaginez, 0 recrue, on finit 4ème à 1 point ou 2 points du 3ème. On va dire quoi? Il fallait recruter cet hiver. Mais ça c'est le foot, c'est-à-dire que si on réussit c'est bon et si ça on réussit pas c'est pas bon. C'est ça le truc. Oui mais... Non, on va essayer de faire en sorte de l'année d'après de pas finir 4ème à 1 ou 2 points en mais c'est un scandale faisant... c'est la 4ème cette année. Hein. C'est un scandale si on fait 4ème. Ah ben oui, faut jouer à la Champions League un peu à Marseille. C'est jamais un scandale si tu finis 4ème. Courte, faut jouer à la Champions League au bout d'un moment. Tu peux pas dire que c'est un scandale si tu finis 4ème dans le sens où t'as une équipe, déjà t'as une place en moins, donc déjà tu joues que 3 places, tu joues les 2, 3 ou 4. Pour moi, il était tous la 3ème place, c'était qualification. On est tous il y a un scénario à l'alambiquer. C'est pas partir l'année prochaine ça? Non, il faut que le gagnant de la Ligue des Champions et celui de l'Europa League soit déjà qualifié. Donc il y a un scénario quand même un petit peu alambiqué mais qui peut se produire. Heureusement, si tu fais les effectifs, si tu fais les joueurs de Monaco, de Lyon, t'es à peu près pareil, donc il va falloir se battre et justement ça va se jouer peut-être à 1 ou 2 points. Alors peut-être que c'est une recrue, mais pour le peut-être que c'est un coup de tête dans un match, j'en sais rien. Mitroglou. Mais non mais tu rigoles, mais le truc c'est que les joueurs. On a des adversaires à notre niveau et on n'est pas meilleur qu'eux, on n'est pas moins bon qu'eux, on est dans les mêmes sphères, donc après là... Florian et puis Kevin et on conclura. Et toi tu veux rajouter quelque chose? Et moi c'est pour le projet de l'OM, tu finis 4ème, qui va venir pour jouer l'Europa League? Pour rouler l'année ma courte aussi, c'est-à-dire que si on fait la Champions League, il nous faut des sous. C'est pour tout ça qu'on la joue. L'Europa League ça sert à rien. Flo? Bien sûr qu'on espère tous la Ligue des Champions, mais faut pas aller trop vite. On est loin là. Oui, mais ils sont là depuis 1 an, ils travaillent. Je pense qu'en début de saison, on n'aurait pas beaucoup parié qu'on soit là où on en est. Donc je sais pas, on serait déçu de finir 4ème. Mais bon. Oui, ça serait plus la déception qu'un échec, on va dire. Voilà, exactement, ça serait de la déception. Après, t'as quand même réussi, tirer des joueurs comme Gustavo ou Rami, malgré que tu jouais que l'Europa League cette année. Ça serait la continuité au moins déjà d'être en Europa League, de pas rechuter comme on faisait les Lyon chaque année. On risque pas de rechuter là, vu comme ça se passe. Mais juste pour terminer rapidement sur ça va être rapide. C'est dans la dynamique qui se passe avec Lyon, Monaco, Marseille, si ça continue comme ça, qui gagnent tous leurs matchs, il va falloir taper Monaco et Lyon au retour. Et c'est toi qui finiras devant eux. Ah oui. Question de Chris Adoukobi. Tu ne répondras qu'en dernier, Kevin, hein, évidemment. Question Mercato. Gaëtan ou Bernard? Vous savez, Bernard, c'est ce petit Brésilien du Shakhtar. Pour 15 millions, vous prenez lequel? Donc, soit Gaëtan, soit Bernard. Vous pouvez me dire aussi, je n'en prends aucun des deux. Tiens, Jordan. Déjà, Gaëtan, c'est plus un milieu gauche qu'on est gauche. Dans le micro. Je crois. Oui. Gaëtan joue plus milieu gauche qu'elle est gauche. Bernard, c'est pas mal quand même. Tu prends Bernard, toi? Ouais, c'est pas mauvais quand même. Ah oui. Oui. Ça joue ballon, Bernard. Bernard, sans hésiter, 15 millions, c'est un prix correct. À un poste où il pourrait être un titulaire indiscutable. Il serait titulaire. Bernard. Ouais, moi je suis d'accord aussi, 15 millions ça me paraît légèrement optimiste, ça va être un peu plus haut à mon avis. Cadeau, donc je peux les mettre, je mets 12 ou 13 et l'OM rajoute parce qu'il y a une plus-value à faire. 15 millions c'est pas beaucoup pour lui. Et Gaëtan, Gaëtan c'est pas possible. Kevin Klebich. Ouais, je suis pas convaincu par. Cet échec, tu vis tes derniers instants de vainqueur de la saison 1. Enfin, de tenant du titre. De tenant du titre, c'est pour ça. Après, je passe le relais. Non, mais Gaëtan, on a tous ça en mémoire, ces matchs au Benfica Lisbonne. Le problème, c'est que ça fait bien 2 saisons maintenant, une saison et demie à Atlético Madrid où on met pas un pied devant l'autre. En revanche, un prêt peut être intéressant d'un joueur comme ça pour voir vraiment où il en est. Bernard, c'est pas du tout un profil qui me plaît. Moi, j'irais chercher un mec beaucoup plus jeune que les deux. Et à la rigueur, pour faire Bernardi, si tu veux, de Sassuolo, si tu veux, à gauche. Voilà, si tu veux un ailier gauche, j'irais Berardi, c'est ça, Domenico Berardi de Sassuolo, tu vois, ça m'intéresserait. Bon joueur. Vous avez un nom comme ça à souffler pour la fin, pour le mercato rapidement? Le petit Chiesa de la Fiorentina, si on peut le faire. Allez, un autre nom, messieurs, peut-être? Ah ben moi, comme il disait tout à l'heure Kevin, Strootman, milieu de terrain. C'est pas mauvais, Toi, tu prends un peu tout, là. Ouais, non, l'attaquant, sinon. Toi, tu me disais, tu veux un joueur par ligne, quand même. Oui, moi, il faut un central, déjà. Parce que Rolando, il fait le taf, je suis d'accord, mais au bout, il faudrait un bon central. Après, un milieu, oui, Strootman. Voilà. Et genre un genre d'Aubameyang qui joue pas trop à Dortmund, tu peux te venir dessus peut-être pour le prochain. Il va le virer. Je pense qu'il y a des clubs qui passeront avant l'OM malheureusement sur ça va être compliqué. On va tout de suite pour cette année, messieurs, dévoiler. Dans quelques secondes, vous saurez lequel a percé sur Twitter, lequel a remporté le premier panel de vote ce soir. Percé sur les réseaux, le fameux percé sur les réseaux. On passe tout de suite au résultat de ce premier panel de vote de la Talk Academy.
Voilà, c'est le moment. Juste avant, je vous rappelle comment on vote. Voilà, les votes sont clos, en tout cas sur Twitter. On va prendre le vote à l'instant T, au moment où on se parle. C'est le premier panel de vote qui aura donc son vainqueur ce soir. Les titulaires du talk show, je vous le disais tout à l'heure, la réalisation, les consultants vedettes Maxence Volpe, Babou, Fabrice Teleski, qui font partie du deuxième panel, et l'équipe du Phocéen. C'est tout le staff, avec Stéphane Bringuier, avec Sébastien Ruggieri, avec Julien Mariani, Jérémy Djaoui, ceux que vous avez l'habitude de voir aussi sur le talk de temps en temps, et qui font partie de tout le staff du Phocéen. Christophe Champy, évidemment, qui était mon prédécesseur à ce micro, et que j'embrasse, que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir pendant mes congés récents, et que j'ai vu avec beaucoup de plaisir jeudi sur le plateau du talk. Messieurs, c'est le moment. Qui remporte le premier panel de vote? On le découvre tout de suite avec le résultat. Et c'est Florian avec 60% qui s'impose devant Jordan et Robin. Donc voilà, Florian, bien joué. T'as remporté Twitter. Merci à tous. Pas pour autant la victoire. Hein. Ah, bien sûr, mais merci à tous. Et... Ouais, je te sens content. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Je suis un adepte de Twitter. J'aime beaucoup ce réseau. Donc non, ça fait Il te plaisir. le rend bien ce soir. C'est ça. On verra pour la suite qui de Robin, Kevin. Pourquoi pas? Bah si, Robin, j'ai autant de ma chance cette année. Moi aussi, Qui de Robin, Jordan et Florian s'imposera. Tu as compris, Florian, tu n'as remporté qu'un des 3 panels. Oui, bien sûr. On verra évidemment la suite. Pas d'enflammade, bien sûr. Messieurs, merci. Jordan, qu'est-ce que tu retiens de cette heure de talk? La bombe. De la bombe. La bombe. Dans une super aventure humaine, en tout cas le Phocéen. On t'a senti tendu, hein, c'est le direct, ça te... C'est pas pareil quand même, ça fait... Hein, c'est une bonne excitation le direct. C'est ça. En face, tu voulais saluer quelqu'un, je crois. Ouais, c'est mon père qui est en prison. Bah tiens. Et donc je lui fais un coucou s'il peut me voir. Bah écoute. Et à ma daronne aussi. À ma daronne, bien sûr. Vous voulez embrasser quelqu'un également, Florian, Robin? Tous ceux qui me regardent et qui me reconnaissent et que voilà. Alors moi j'aime personne, donc non. Très bien. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui, cette finale, rapidement, pour conclure cette émission? T'as découvert 3 personnalités, tu penses qu'ils ont le potentiel pour faire des talks? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous les 3 une personnalité différente, ça qui est super cool. Moi j'ai passé un bon moment avec eux. Après oui, bien sûr que les 3 méritent, après comme ils ont dit aussi, même d'autres personnes auraient pu être à leur place. Bien comme sûr, moi, il y a 2 ans de ça, d'autres personnes auraient pu être à ma place. Et du coup, un bon moment, chacun a des avis tranchés, c'était voilà, super cool de passer ce moment là avec eux. Comme je dis, je passe le relais maintenant, donc et tu verras les résultats dans le courant de la semaine pour savoir qui s'impose. Suivez le Phocéen tout simplement, voilà, si ils vous ont plu, vous verrez lequel remporte la saison 2 et succède à mon ami Kevin Kribisch à ma gauche. Merci à Nicolas Chabert pour la réalisation de tous ces épisodes de la Talk Academy, le montage également. Je sais que Nico a passé beaucoup de temps sur les ordis pour monter les plus belles images de vos sélections jusqu'à aujourd'hui, aux côtés de Rémi Chabert, de Camille Dorès aussi que j'embrasse. On va embrasser tout le staff également. On va remercier les 3 coachs, bien sûr, Romain Canuti, Sébastien Volpe, René Malville. On va remercier évidemment le Gold Eagles de nous avoir accueillis pour les sélections. Le Théâtre du Merlin aussi pour nous avoir prêté quelques lumières lorsqu'il a fallu être avec vous dans ces sélections. On va remercier aussi Hugo Juste, tiens, je pense à lui, qui était avec nous, un stagiaire sur les sélections, et c'est lui qui vous disait, messieurs, 10 secondes, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, Stéphane Bringuier aussi qui était avec moi ce jour-là au Gold Eagles. On remercie tout le monde, on remercie Sébastien Ruggieri, les glaces de Wagen, me dit-on aussi dans l'oreillette. Merci à tous, voilà, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous pendant cette saison 2 de la Talk Academy. Un plaisir également de rencontrer tous ces candidats. Au départ, ils étaient très nombreux, mais voilà, la sentence irrévocable, comme dirait Denis Brognard, va arriver à l'issue de cette émission. Ça, c'est pour Nico Chabert, j'avais promis une petite dédicace. Merci vraiment, messieurs, d'avoir été avec moi, c'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis et d'avoir été fidèles à cette saison 2. On se retrouve pour de nouvelles aventures dès jeudi avec un vrai talk show, que le vainqueur intégrera un petit peu comme Kevin depuis 2 ans. Salut et à très vite sur le Phocéen. Bisous. Au revoir à tous. Au revoir.